4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. La grande messe de ce vendredi, c'est avec Abi Alpha Izotou, le patron de journal Le Rendez-vous, Fabrice Pechesi, le patron de journal Le Libéral, Ferdinand Haïté, le patron de journal L'Alternative et Tchanyao Arimiaou, le patron de journal Nouvelle Opinion. Avec mes confrères, nous analyserons et commenterons les grands sujets ayant marqué l'actualité ces derniers jours. Nous parlerons de la politique avec la reprise des discussions ce matin à Lomé. Le médiateur, sinon le facilitateur, le Ghanéen, le président Akufo-Addo, est annoncé dans la capitale togolaise ce matin à 11h. C'est prévu pour que son vol atterrisse à l'aéroport international Singbe et Adémon. Les membres de la coalition, les représentants sont à l'hôtel 2 février depuis quelques heures maintenant. On pourra revenir sur le sujet. Nous parlerons de la politique de la jeunesse au Togo également, avec ce rapport OCDE et le bien-être des jeunes au Togo. Ça nous permettra de revenir sur le forum présidentiel de la jeunesse. Et puis, si vous voulez, on pourra également revenir sur la mise en examen de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Au-delà du soupçon du financement libyen, que faut-il penser? Il faut toujours peut-être avoir à l'esprit l'après-gestion de l'affaire publique. En tout cas, je poserai la question clairement à mes confrères tout à l'heure. Vous écouterez leurs réponses. Avant de retrouver mes confrères en studio, juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a l'hebdomadaire Vérité des peuples qui est dans les kiosques. Le confrère revient beaucoup plus sur le sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali. Le Togo qui signe pour la création d'une zone de libre-échange en Afrique. On en a parlé un petit peu le matin. Il y a aussi le bi-hebdomadaire L'Alternative qui est dans les kiosques ce matin. L'autre bi-hebdomadaire L'Union pour la patrie également. L'hebdomadaire La Voix du peuple. Vous avez le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Le Canard Indépendant aussi qui est dans les kiosques. Il y a le quotidien Togo Matin. Vous avez l'hebdomadaire Le Tonnerre donc aussi dans les kiosques ce matin. Le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation. Voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Donc à retrouver chez vos marchands de journaux également, tous ces journaux au prix unique de 250 francs CFA. Soutenons la presse togolaise en achetant les journaux. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Et nous sommes en direct avec les confrères en studio. Bonjour Abi Alpha Izotou. Oui, bonjour confrère, bonjour à ta rédaction, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Bonne prière du vendredi à tous les frères et sœurs musulmans. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Tchanyao Arimiaou. Oui, Eric, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et fidèles auditeurs de Taxi. Et bonne prière de Juma à tous les musulmans et bonne fin de semaine à tous. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. D'accord, très bien. Je m'inquiétais pour votre micro, il semble que ça marche très bien. Alors, je voulais, peut-être avant de revenir sur les sujets que nous avons programmés, évoquer ce sujet évoqué en Conseil des ministres cette semaine, c'est par rapport donc aux réseaux sociaux. Le confrère L'éveil de la nation en parlait en manchette ce matin d'ailleurs, évoquant donc les discours de haine, fausses informations qui mettent finalement à mal la cohésion nationale. Le Conseil des ministres a pris en compte tout ça. Réseaux sociaux accusés, levez-vous. Par rapport donc au fonctionnement des réseaux sociaux, des gens qui n'avaient pas droit à la parole avant visiblement et qui prennent la parole, des gens qui le font en toute impunité. Est-ce que ce n'est pas un sujet sérieux autour duquel il va falloir finalement réfléchir véritablement, Ferdinand? Je crois que le monde connaît des mutations spectaculaires et je dirais même exponentielles à une vitesse que personne ne maîtrise. Il y a cela 4 ou 5 ans, on avait nos anciens téléphones où il n'y avait pas d'écran tactile et tout. Aujourd'hui, nous sommes
les 3310, qui sont toujours dans nos maisons, tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes à des téléphones plus intelligents. Demain, on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis après, les réseaux sociaux, ça a foisonné un peu partout. Ça a rendu la parole libre parce qu'avant, il faut aller à la télévision, à la radio pour pouvoir découvrir un micro ou savoir comment ça se fait. Aujourd'hui, vous pouvez être chez vous à la maison, faire un audio, vous pouvez faire une vidéo en direct sur Facebook, Instagram, un peu de tout, Twitter et tout ça. Et donc, le monde est en train de prendre un virage technologique inquiétant. Mais, bon, il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que le mauvais usage, la mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux par les citoyens du monde. C'est pas seulement spécifique au Togo, encore que dans certains pays... Non, c'est un problème général. Oui, encore que, bon, dans certains pays, certains exagèrent. Donc, ça devient un instrument, je sais pas, en même temps qu'il est utile, certains s'en servent pour répandre des fausses informations, pour régler des comptes, pour appeler à la violence, pour appeler à la haine. Et donc, c'est ça qui préoccupe, qui doit préoccuper la société. Maintenant, le gros du problème, comment on régule ça? Parce que même d'où ça vient, personne n'arrive à réguler. Et vous avez suivi le discours du président Macron sur les fake news, comment est-ce qu'il faut travailler, parce que les campagnes électorales aux États-Unis ou en France ont été impactées par les réseaux russes qui ont répandu des fake news un peu partout. Et donc, aujourd'hui, c'est une préoccupation mondiale et les gouvernants tentent du peu qu'ils peuvent pour essayer de suivre les gens sur les réseaux, d'arrêter parfois certaines personnes qui publient des informations, mais encore faut-il que, bon, sur les réseaux, les gens s'affichent avec leur vrai nom, parce qu'aujourd'hui sur Facebook, vous pouvez être dans l'anonymat, créer un compte qui ne porte pas votre nom et publier des informations. Sur WhatsApp, je ne sais pas ce qu'il en est. Et donc, nous sommes à l'ère de la technologie, avec ses avantages et ses inconvénients. Et c'est un grand défi aujourd'hui. Le gouvernement togolais a fait une communication à ce propos en Conseil des ministres cette semaine, on le disait. Il y a une partie quand même de la communication du gouvernement, tel que le communiqué a été rendu public et qui intéressait quand même, puisque ça écrit, je cite, qu'il faut à ce titre rappeler que les tests de droit commun sont applicables à la matière numérique. Alors sur le plan civil, il est ainsi possible d'engager la responsabilité des internautes au titre, par exemple, d'une violation du droit de chacun au respect de sa vie privée. En outre, les infractions pénales de droit commun telles que l'injure, la diffamation ou encore l'incitation à la haine peuvent être retenues. Mais ces réponses au cas par cas ne sont pas suffisantes, écrit le Conseil des ministres, exclusivement judiciaires. Elles ne permettent pas de réguler efficacement et rapidement l'intégralité du contenu en circulation. C'est pourquoi d'autres solutions doivent être retenues. Il s'agit notamment de former à la culture numérique par la mise en place de politiques d'éducation et de prévention, faciliter la collecte du contenu illicite par la création de procédures de signalement, encourager l'autorégulation par le développement d'une relation de confiance avec les entreprises de technologie de l'information, renforcer le volet répressif par l'adoption de nouveaux tests législatifs. C'est aussi la condition aujourd'hui, Tchaniao, prendre de ces mesures-là pour pouvoir dissuader ces gens qui répandent de fausses informations sur des citoyens. Eric, tu dois comprendre, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, à quel titre je dois saluer cette position du gouvernement. Parce que moi-même, ayant été à plusieurs reprises victime de cette technologie, où les gens à dessein choisissent de vous vilipender, de créer des montages de toutes sortes dans un laboratoire que j'ignore. Et récemment, il y a d'autres informations qui ont circulé, malheureusement concernant mon confrère Sam Djobo et moi. Et toujours, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes choses qui reviennent, et sans que, effectivement, personne arrive à mettre la main sur
sur ces gens-là. Malheureusement, et fort heureusement, la technologie, elle a fait un boom ces dernières années. Et puis, avec tout ce que ça comporte. En réalité, sous d'autres cieux, les gens utilisent les réseaux sociaux pour exceller dans les affaires, pour exceller dans d'autres domaines. Malheureusement, il faut qu'on ait le courage de le dire, il y a une classe qui est née au Togo où les gens utilisent ces réseaux pour créer la zizanie. Oui, mais en même temps, c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas qu'au Togo. Je parle du Togo parce que je ne peux pas parler d'autres pays. Puisque moi, je suis au Togo, j'ai dit j'ai été victime, je continue pas l'être. Parce que je me pose toujours des questions chaque fois que les gens se réveillent, ils créent des situations qui n'ont jamais existé. La dernière fois, j'ai écouté, très stupéfait, puisque quand j'étais en Europe, vous savez tout ce qui s'est passé autour de Sam Djobo et moi. Je suis revenu, j'ai suivi des audios, toujours en thème, où les gens disaient que nous sommes venus nous plaindre au tribunal et que nous avons donné 22 noms au gouvernement togolais qui doit chercher ces gens-là qui sont en Allemagne. Et que dès qu'on les voit, soit à la frontière du Bénin, soit à la frontière ghanéenne ou à Lomé ici, on les prendrait et qu'on fera tout ce qu'on voudra de ces gens-là. Je suis revenu ici de Paris, je me suis jamais plaint, je n'ai jamais bronché, mais pourtant, on a donné 14 noms en disant qu'il y a un Ourapo qui leur a donné une liste. Et vous comprenez que quand vous voyez des situations comme ça, on dit qu'il y a 22 noms, mais finalement on publie 14 noms, sans donner le reste, pourtant en annonçant que c'est nous qui sommes venus les livrer, étant allés en Allemagne, en France, et qu'on n'a pas pu atteindre une mission, on est venu livrer certains noms. Je lis des noms que je n'ai jamais connus. Oui, et donc ces gens-là, si vraiment ceux qui créent ces situations, on peut mettre la main sur eux, je vais m'en réjouir. Je vais m'en réjouir parce que ce n'est pas moi. La régulation va être quand même difficile. Hein. Je sais qu'elle sera difficile. J'ai dit, le fait même de prendre une décision comme ça est salutaire. Parce que si aujourd'hui, vous, Eric, non, aucune décision n'a encore été prise. L'idée aujourd'hui, voilà, de dire qu'on a envie, une communication sur le sujet, oui, bien sûr. L'envie même, qu'on dise qu'on a envie, si on a la possibilité de mettre la main sur ces gens-là, c'est salutaire. Parce que vous, quand vous dormez chez vous, vous vous réveillez, quelqu'un vous balance un audio et vous écoutez des choses horribles vous concernant. On me dit que j'ai livré 22 personnes et maintenant on donne 14 noms alors qu'on avait annoncé avoir une liste. Je ne sais pas quelle liste de 22 on leur a donné, ils communiquent 14. Donc tout ce montage, ça ne fait pas vraiment honneur au pays et ça ne fait pas honneur aussi à la communauté par laquelle toutes ces choses-là commencent tout le temps. Abi Alpha, le problème des réseaux sociaux, c'est finalement un phénomène au Togo. C'est un phénomène mondial, il n'est pas togolais. Oui, au Togo, ça a pris quand même une allure incroyable. Avec la politique s'il prend cette allure actuellement chez nous, c'est parce que nous sommes en retard. Dans certains milieux, ils ont connu ces phénomènes depuis longtemps. Et c'est pourquoi très tôt, certains ont commencé par poser les bases. Ils ont posé les débats par rapport à comment limiter les dégâts. Parce que tu sais, les guerriers ont l'habitude de dire que chaque Napoléon a son Waterloo. Donc, la communication actuellement sur le John Brick de l'économie, c'est elle qui fait marcher tout. C'est les meilleures entreprises qui marchent, ce sont les entreprises de communication. Sauf qu'on est en train de voir par rapport à cette prolifération et cet usage biscornu de cet outil qui devait être un outil, un plus à l'économie. Par rapport à son usage, on voit que ça devient un couteau à double tranchant. Et le Napoléon est en train de voir son Waterloo. Maintenant, notre gouvernement a posé le débat. C'est déjà un acquis que le débat soit posé parce que c'est un phénomène qui n'épargne personne. Ça n'épargne personne, que ce soit au Togo ou bien hors de nos frontières. Il faut peut-être en même temps dire à ceux qui font des audios et ceux qui les diffusent un peu partout sur les plateformes. On peut les poursuivre, on peut les retrouver aussi facilement. Bien sûr, à partir du moment où le débat est posé à ce stade, ce n'est que le début d'un processus. Donc c'est clair, c'est comme pourquoi nous, quand on publie nos journaux, on nous exige l'adresse du publicateur. Tu as ton adresse là-bas dans un angle qu'on appelle que le jargon appelle l'ours, où tu as c'est-à-dire il y a toutes les références
différence qui peut permettre de te rattraper. Quand tu publies un journal qu'il n'y a pas l'adresse là-bas, la HAC appelle ce journal un tract. On peut t'interpeller pour t'interroger pourquoi le journal n'est pas accompagné d'une adresse qui est de façon à ce qu'on t'identifie. Donc la différence entre ce qui fait que c'est difficile facilement d'identifier, de remonter aux auteurs de certaines choses, c'est la difficulté par rapport à laquelle, c'est-à-dire la difficulté dans le processus d'identification des choses. Donc, moi, je suis en train de dire que même ceux qui ont inventé la machine n'ont pas encore maîtrisé. Vous vous rappelez, il y a seulement quelques 24 ou bien 48 heures, le propriétaire de Facebook même s'excusait, oui. Parce que il y a des aspects qui lui ont échappé, les gens en ont fait usage pour, n'est-ce pas, influer sur les élections en Russie, les choses aux États-Unis, tout ce que vous savez. Donc, c'est un long chantier. L'autorité a posé le débat, tel qu'on a dit. Il y a l'éducation à la base pour que les gens vraiment comprennent. Une chose, c'est de savoir utiliser l'outil. L'autre chose, c'est de l'utiliser à bon escient, quoi. Merci beaucoup. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Parce que, bon, quand on écoute la position, comment les confrères expliquent la situation, c'est vrai, c'est une situation mondiale. Mais il faut que les gens comprennent que quand les gens se cachent sous de faux noms, quand les gens se cachent, ne veulent pas s'identifier, dire qui ils sont, et ils balancent des trucs comme ça veut dire qu'a priori, ces gens ont conscience que ce qu'ils sont en train de balancer n'est pas du sérieux. Parce que il y a des gens qui font des audios qui disent c'est moi tel qui fait. Il y a des gens qui envoient, que ce soit des messages écrits, ils signent, ils disent c'est moi. Mais quand ils disent que ce sont eux, et on sait que ce sont eux. Bon, maintenant, quand les gens se cachent sous de faux noms, quand les gens ne disent même pas qui ils sont, ils donnent des situations qui créent des confusions dans la tête des gens. En tant que journaliste, je crois qu'avant de prendre toute position pour dire que c'est un phénomène mondial, il faut avoir le courage de condamner ça. Non, ça c'est un phénomène mondial. Quand j'entends que des journalistes n'ont pas envie de condamner, parce que c'est nous... On n'est pas dans la condamnation. Attendez. Je pose un débat sur ce que le gouvernement a dit cette semaine en Conseil des ministres concernant les réseaux sociaux. Non. Le débat en réalité ce matin, ce n'est pas condamner les réseaux sociaux. Le débat beaucoup plus. C'est le sujet tel qu'abordé par le gouvernement. On n'est pas dans la condamnation de tout ça. Non, vous n'allez pas demander au confrère de condamner forcément. Je ne demande à personne. On a dépassé cette étape-là. Excusez-moi. Je ne dis pas aux confrères de condamner ou que le débat de ce matin, c'est de la condamnation. Mais quand vous écoutez la position des gens, c'est comme si, bon, c'est normal, les gens peuvent se comporter ainsi. Non, les gens peuvent, parce que j'ai dit ici qu'à plusieurs titres, j'ai été victime de ça. Et ça, on en a parlé. On en a parlé et je continue par en parler. Merci beaucoup, mais quand les gens raisonnent comme si c'est un truc naturel, merci beaucoup, aller comme ça, et que d'autres sont en avance, et que le Togo a retard. Bonjour à Fabrice Petiesi. Bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs. Je voulais qu'on aborde d'autres sujets. Il y a beaucoup d'autres sujets à aborder ce matin. Je voudrais qu'on s'intéresse à la jeunesse togolaise, puisque cette semaine, on a eu pas mal de publications, puisqu'il y a eu un rapport, le rapport OCDE sur le bien-être de la politique de la jeunesse au Togo. Alors, si on jette un regard sur ce rapport, on comprend que la jeunesse togolaise, elle est malheureuse. Et par endroits, elle se livre à la drogue. Elle est un peu déboussolée. Est-ce que vous avez aussi vous avez cette impression que la jeunesse togolaise a du mal à se retrouver, Fabrice? Oui, bien évidemment. Je crois que, comme pour la plupart des pays africains, la jeunesse représente un pourcentage très élevé de la population. Et donc, naturellement, qui dit jeunesse soulève le problème de l'emploi, ce qui est un problème pour la plupart des pays, dont le Togo. Et c'est vrai qu'au niveau du Togo, depuis quelques années, il y a beaucoup de projets qui ont été initiés, qui ont suscité également beaucoup de débats. Et sinon, le diagnostic est réel, la jeunesse ne se retrouve pas du tout. On épingle parfois la formation, les programmes de formation qui ne sont pas adéquats par rapport aux réalités actuelles, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État-providence est terminé. Et il faudrait beaucoup plus encourager la jeunesse à aller à l'entrepreneuriat. Et qui parle d'entrepreneuriat également
évoque la question de fonds pour démarrer, du fonds de démarrage. C'est toute la difficulté aussi. C'est toute la difficulté malgré les initiatives qui sont très nombreuses, Pradeb, Anadeb, Provonat, tout ça. On constate aujourd'hui qu'on peut saluer l'effort du gouvernement, mais ça n'a pas encore apporté toute la solution, toute la sérénité au sein de cette jeunesse-là qui continue toujours par se chercher. Et je crois que, comme l'a dit une fois une Malienne lors du sommet d'un sommet de la jeunesse au Mali, si on ne s'occupe pas de la jeunesse, c'est la jeunesse qui va s'occuper des autorités. Donc c'est ça qu'on constate aujourd'hui dans la plupart du pays, où parfois lorsqu'il y a des soulèvements, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus la jeunesse qui est le fer de lance de tous ces mouvements. Abi Alpha, la jeunesse togolaise aujourd'hui, visiblement elle est malheureuse. Oui, si actuellement on doit constater que la jeune féminine est le maillon le plus important de la population mondiale. Après elle, c'est la jeunesse. Oui. Donc, la jeunesse, quand je ne sais pas trop, quand vous définissez la tranche d'âge qui touche à cette catégorie de citoyens, c'est un peu inquiétant. C'est dans cette période-là que plus on est dans tous les besoins, plus on est censé construire son avenir. Au même moment, on est plus dans tous les besoins et on devient malheureusement vulnérable parce que très souvent, les choix hasardeux, est-ce que c'est dû à une certaine éducation qui a raté? Est-ce que c'est dû au fait de vouloir à tout prix se chercher jusqu'à aller attraper ce qu'il ne faut pas attraper? On dit souvent que quand quelqu'un est emporté par un courant d'eau, il attrape tout. Même les bois, les radeaux, il attrape. Donc parfois les jeunes, quand tu te retrouves dans certains environnements, même mieux, ce qui est encore dangereux, c'est que cette gangrène même touche le milieu scolaire, qui est censé être une base de formation d'où on sera quand même avisé pour, n'est-ce pas, éviter une certaine façon de vivre ou bien une certaine façon de... Malheureusement, nous connaissons plein d'écoles dans ce pays, dans la capitale notamment ici, oui, où les gens s'adonnent au rachis et tout ce que vous savez. Donc, quand c'est comme ça, ça fait chose. Et puis là où c'est inquiétant, c'est que quand tu vas dans certains quartiers, dans certains environnements, tu vas voir certains milieux qui semblent être des no man's lands qu'on laisse carrément à la merci de ces jeunes-là. C'est-à-dire, c'est comme là-bas, même quand quelqu'un commet une gaffe et qu'il arrive à rentrer dans cette zone, la police même se retire. Non, on se dit que c'est des bandits. Mais c'est ça aussi la jeunesse. C'est-à-dire, c'est l'étape évoluée de ces ratés-là qui a accouché des bandits. C'est ça. Avant que ça ne devienne des bandits qui sont élus des quartiers inaccessibles même par la police, c'est qu'à un moment donné, ils ont commencé par échapper à petit feu. Donc il y a eu une démission quand au niveau de la cellule familiale, peut-être au niveau de après l'éducation, au niveau de l'éducation, un échec scolaire ou bien une déception ou bien absence de moyens, et puis le jeune va à volo, il se retrouve avec des compagnies douteuses. Après, la famille perd la messe, lui, et tu as un enfant qui rentre à la maison une fois par semaine, et qui rentre à 1h, 2h du matin, tu es un parent. Bon, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, il t'a échappé. Ce qu'il a fait de 19h à 2h du matin avant de rentrer, te retrouver, et que tu l'ouvres la porte, tu ne sais pas. Quand il s'absentait pendant 3-4 jours, une semaine, tu ne sais pas où il dort, de quoi il vit, qu'est-ce que... Donc, voilà. C'est vraiment tout. En tout cas, ce rapport nous indique ces jours-ci que la jeunesse congolaise ne vit pas mieux, et qu'elle est presque malheureuse. Ferdinand, vous, ce qui vous intéresse beaucoup plus dans ce débat-là, c'est ce que vous avez écrit ce matin, c'est par rapport donc à ce fameux forum présidentiel des jeunes. Pour vous, c'est un brouillard, hein, ça ne sert à rien du tout. Quand on veut rencontrer la jeunesse togolaise?
Oui, nous le disons à juste titre parce que, voyez-vous, quand on parle de la jeunesse, on vient de résumer, la thématique, c'est d'abord la formation et puis en plus l'emploi. Et dans un pays, c'est l'État qui définit le cadre qui permet d'absorber tous ces jeunes qui sortent des centres de formation, des universités et qui sont aussi les bras valides de la République, qui travaillent pour le développement de la République. Alors, lorsque on est dans un pays où des gens n'impactent pas de par les décisions qu'ils prennent sur la vie des jeunes, il y a lieu de se poser des questions. Depuis quelques jours, on a sorti encore un nouveau concept, Forum présidentiel des jeunes. La question de savoir qu'est-ce qui est derrière cette histoire, parce qu'on a pris tellement d'initiatives dans ce pays concernant les jeunes. Il y a un ministère qui s'en occupe, le ministère du développement à la base et de tout ce que vous savez, avec Madame Victoire Tomega, qui foisonne d'initiatives, qui est presque même la magicienne, parce qu'elle a toujours un tour dans son sac. On a eu plein de projets dans ce pays, Pradeb, Anadeb, ANVTE, Provonat et tout, Agricef, tout ça, et qui ont englouti des milliards et des milliards. Parce que s'il faut faire l'audit aujourd'hui, vous verrez combien de milliards on a mis dans ces projets et qui n'ont pas eu de résultats. En 2009, il y a eu un forum national de la jeunesse à Kara. Et il y avait en présence de M. Fonya Singbe qui a été préparé durant des mois et qui a duré, je crois, le forum même a duré 2 ou 3 jours, où les jeunes ont été regroupés, qui ont exposé leurs problèmes, il y a eu des décisions qui ont été prises, rien n'a suivi après. Et puis cette histoire de volontariat où on emploie des gens et puis après on les laisse dans la nature, comme si tout ça n'a pas servi à grand chose. Aujourd'hui, on nous sort un autre concept. Vous voyez, Forum national de la jeunesse, aujourd'hui c'est Forum présidentiel des jeunes, où on nous dit oui, on veut rassembler 3000 jeunes qui vont essayer de changer avec le président de la République et exposer leurs problèmes pour qu'on puisse voir comment on va les résoudre. Et depuis quelques jours, c'est ça qui préoccupe à la présidence, on multiplie les réunions, on échafaude les budgets, on fait venir des experts pour le Forum présidentiel des jeunes. Alors, nous avons dans cet article essayé on est parti d'ailleurs du rapport de l'OCDE et de tous les projets qui ont foisonné avec Mme Victoire Tomega qui n'ont contribué à rien du tout, pour dire est-ce que c'est un projet de plus pour engloutir de l'argent public ou c'est quelque chose de sérieux. Si vous prenez la route Lomé à Takpame ou en allant jusqu'au nord, vous allez voir tous les marchés que Mme Victoire Tomega a construits et que personne n'occupe. Parfois, c'est des animaux qui dorment sous les hangars. Vous allez voir ça. Si vous prenez la route, ceux qui voyagent souvent, vous voyez ça. Mais dans ces localités, vous avez des écoles qui n'ont pas de toit. Alors, comment est-ce qu'on a pu faire une étude pour aller construire un marché que personne n'occupe, alors qu'il y a à côté des écoles qui n'ont pas de toit? Donc, voilà comment on échafaude des projets on les présente à M. Fonya Singbe, comme lui-même aussi, il aime ça, et bon, je sais pas. Il aime quoi? Il aime ce genre de projets, il aime bien les projets de Mme Tomega, puisque elle a la côte, ils vont partir inaugurer des trucs que personne n'utilise après. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils ont trouvé, c'est le forum présidentiel des jeunes, et dont le président du comité d'organisation est un certain Kokoroko Dodi. Vous comprenez comment est-ce que... donc tout ça c'est de l'argent qu'on va distribuer, qu'on va perdre, et à la fin, il n'y aura aucun suivi. Vous savez que tous les jeunes à qui on a remis de l'argent dans ce pays pour lancer des initiatives, certains ont disparu. Certains ont pris... Mais je vous dis... Pour l'entrepreneuriat, oui, des gens ont disparu. Des gens ont pris 12 millions, certains ont pris 13 millions, d'autres ont déjà fermé, ils ont déjà mis la clé sur le paillasson, certains ont quitté le pays. 12 millions, quitter le pays, ça sert à quoi? Mais Eric, mais c'est un constat. Mais demandez, on va vous dire, les gens ont quitté le pays. Et peu ont réussi sur une moyenne de peut-être 10 personnes ou bien 10 organisations. À peine une organisation tient encore. Vous comprenez que le gouvernement ne peut plus appuyer des jeunes. S'il y a des... Non, ça dit que le problème... Non, le problème c'est quelles sont les mesures qui ont été prises au départ? Quelles sont les études qui ont été menées? Quelles sont les approches qui ont été menées, je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et donc, il faut vraiment auditer tous ces projets-là aujourd'hui d'abord, avant de se lancer dans de nouveaux projets. Merci. Parce que ces histoires-là nous coûtent énormément
de l'argent, alors qu'on n'en a pas assez pour équiper nos hôpitaux, construire les écoles. Bien. Voilà. Ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de la jeunesse, que le gouvernement togolais exprime son amour pour la jeunesse togolaise. Même, rappelez-vous, le feu général Gnassingbé il a demandé qui vous avez travaillé. Il disait non, que... mais comment j'ai travaillé? J'ai été ministre ou comment? Comment j'ai travaillé avec Eric te provoque. Je ne suis pas ministre de Yadema. Vous connaissez l'histoire. Eric te provoque. Je le dis parce qu'il vous aimait très bien. Non, mais qui t'a dit que Yadema m'aimait? Il disait qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Et cette politique a été poursuivie par son fils aujourd'hui et ceux qui l'entourent. Il y a eu pas mal de projets. Rappelez-vous, Ferdinand l'évoquait avec la ministre Victoire Tomenga Dogbo, il y a beaucoup de projets. Mais comment ça se fait qu'au bout du rouleau, il n'y ait pas de satisfaction? Parce que si on est amené aujourd'hui à chercher à organiser un forum pour la jeunesse, forum présidentiel pour la jeunesse, ça veut dire qu'en amont, on n'a pas été satisfait des projets qui ont été concoctés pour la jeunesse. Bon, moi je voudrais avant tout dire que tout le monde a conscience que la jeunesse, c'est le socle du développement de tout pays. Oui, bien sûr. La jeunesse constitue ces bras valides qui travaillent, qui donnent d'eux-mêmes pour que le pays prenne en matière de développement. Et donc, quand vous allez observer, tous les pays du monde ont cette préoccupation à cœur. Tous les pays du monde, même que vous regardez à côté au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays pratiquement proches de nous ou lointains, les dirigeants ont toujours eu ce problème à cœur. C'est pourquoi quand vous regardez même les partis politiques, vous ne me direz pas un parti politique aujourd'hui qui n'a pas une branche de la jeunesse. Ça veut dire que chacun a conscience que c'est sur la jeunesse qu'on peut se focaliser pour avancer. Et donc le gouvernement depuis toujours a cette conscience. Vous avez dit, Feu Yadema disait aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse, c'est vrai. Même si Yadema ne le disait pas, tout le monde a cette conscience-là. Et aujourd'hui, quand Faure Gnassingbé aussi est là avec son équipe, ils ont démontré aux Togolais qu'ils ont le problème des jeunes à cœur. Et c'est par rapport à ça que depuis qu'ils sont là, ils ont mis beaucoup de projets pour accompagner cette jeunesse-là. Et Ferdinand a démontré tout à l'heure que tous les projets n'ont pas réussi. Mais quand vous fouinez, vous rentrez, vous pénétrez un peu les jeunes, pour un temps soit peu, certains jeunes ont trouvé quand même satisfaction par rapport à ces projets-là. Même si l'attente de ces jeunes-là n'a pas été ce que ces jeunes ont rêvé, il y a eu quand même un début. Moi, je voudrais qu'on dise ici clairement que quand quelqu'un parle de vous, quand quelqu'un t'évoque, même en prière ou dans un discours, quelqu'un t'évoque, c'est qu'il y a une conscience. Même quand quelqu'un prend son téléphone pour t'appeler, ça veut dire qu'à un moment donné, l'idée lui est venue que Eric existe, il faut que je lui dise bonjour. Donc c'est déjà bien que les gens pensent à cette jeunesse-là, qu'on mette les projets, même s'il n'y a pas eu un suivi conséquent par rapport à tous ces projets que vous venez de citer. À quoi sert, je crois, attendez que je finisse. Non, n'est-ce pas, de penser ces projets pour la jeunesse, oui, et qu'au bout du rouleau, on n'est pas totalement satisfait. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'à 100%, on ne peut pas dire que tous les projets que nous avons cités, que le Togo a entrepris pour les jeunes, a été un échec. Ça, on ne peut pas dire, même s'il y a eu des jeunes qui ont trouvé, par exemple, Provonat, volontariat. Ils ont touché un salaire pendant un temps. C'est pourquoi j'ai dit pour un temps soit peu, ces projets ont servi aux jeunes. Aujourd'hui, si on va au forum présidentiel de la jeunesse, ça veut dire qu'on a toujours envie d'améliorer la condition de la jeunesse. Qu'on n'aille pas en besogne, qu'on attende, qu'on voit que le forum la tienne. Peut-être que c'est pour faire les diagnostics, c'est pour faire le bilan, c'est pour regarder dans le rétroviseur, voir ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, et quel élan donner. Mais avant tout, je voudrais qu'on conclue en disant que nous, jeunes Togolais, les jeunes Togolais, le Togolais dans son ensemble, rêve de travailler, par exemple, dans les bureaux. Vous savez, les Togolais ont toujours rêvé. Par exemple, quand Abiy Alpha parlait des gens qui sont diplômés, qui ont été déçus, c'est vrai qu'à un moment donné, donc nous avons une population essentiellement agricole. Oui, j'ai dit, il faut que l'éducation... Pas forcément. Écoutez, les choses ont évolué. Vous aurez le cadre de l'éducation. Les gens ont quitté les champs pour les motos. Il faut que l'éducation soit autre aussi, pour que le jeune Togolais comprenne à fond l'importance, par exemple, du privé ou de l'entrepreneuriat. Ça s'est fait, ça n'a pas réussi. Peut-être qu'on n'a pas bien sensibilisé ces jeunes-là. Excusez-moi, je fais venir le débat parce que c'est vrai, ces derniers mois, nous voyons que lors des manifestations, il y a une forte concentration de la jeunesse. Ça veut dire que quelque part, il y a qui ne sont pas satisfaits de la politique telle que menée par le gouvernement togolais, mais
Fabrice, par rapport à ce forum et tout ce qui est fait en amont, quel est votre avis là-dessus? Oui, bon, je crois que il faut dire que bon, aujourd'hui, le projet de Madame Dogbe, comme on le dit, ça peut susciter des critiques, c'est normal. Bon, c'est une initiative humaine. Oui. C'est une initiative humaine. Mais on peut pas lui en vouloir d'avoir essayé d'initier des projets. Je crois que aujourd'hui, ce qu'on demande parfois à ceux qui sont à des postes de responsabilité, c'est d'initier quelque chose. Maintenant, faut pas avoir peur d'initier parce que les gens vont critiquer. Il faut forcément faire quelque chose. Mais quand vous avez peur des critiques, c'est que tout ce qu'il faut faire, c'est de rester dans votre coin et de ne rien faire. Et donc, comme le disait Tchanyao, ces projets, à 100%, ça n'a pas satisfait tout le monde, mais on peut pas dire toute la ligne que ça n'a servi à rien. Parce que vous voyez, aujourd'hui, une machine à coudre qui coûte 50 000 environ. On remet ça à une jeune fille qui vient de finir son apprentissage de couture. Mais ça peut paraître banal. Mais vous allez vous rendre compte que pour une machine à coudre, une fille peut aller dans la prostitution. Oui, c'est possible. Et faire des années. Et finalement, même peut-être ne même plus quitter ce monde-là pour revenir. Puis généralement dit, ah bon, j'y vais parce que j'ai fini l'apprentissage, mais j'ai pas d'argent pour ouvrir ceci ou cela. Donc ça peut, bon, pour certains qui ont un certain niveau de vie, ça peut leur paraître ridicule, banal, qu'on dise que bon, on a donné une machine à coudre à ceci ou cela, ou un tracteur à un groupement et autres. C'est pas, en fait, c'est-à-dire, c'est pas le paradis, mais ça modifie quelque chose dans la vie d'un homme. Et donc, c'est pour cela je dis oui, on peut critiquer pour dire on aurait pu orienter ça d'une manière ou d'une autre, on aurait eu beaucoup plus de résultats. Il y a certains qui analysent la chose de cette façon. Si on est obligé de quitter un point A pour un point B, c'est parce qu'au point A, il n'y a pas eu de satisfaction. Donc, obligé d'aller à un point B. Alors, si on multiplie les projets, ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de satisfaction réelle au niveau du chef de l'État. Entre-temps, il a laissé, n'est-ce pas, tout le travail à la ministre, Victoire Tomega Dogbe. Aujourd'hui, il prend le contrôle lui-même, Faurien Singbe. Il prend le contrôle de la jeunesse lui-même. Oh, bon, est-ce qu'il a laissé tout le travail? Bon, je sais aussi que au départ, elle avait un ministère un peu collé à la présidence, je crois. Et puis bon, après, il y a eu... Les initiatives se multiplient. Moi, je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose. Ce n'est pas forcément aussi lié au fait que peut-être qu'il y a eu échec ailleurs. Qu'on initie les projets, ils ne sont pas similaires et il y a une certaine différence. Il y a certaines couches qui sont ciblées d'un projet à un autre. Yeah. Maintenant, le dernier qui est d'actualité, je crois aussi que le reproche qu'on a toujours fait à Faurien Singbe, c'est de ne pas être proche souvent des populations. Et donc, je crois que s'il y a une initiative qui lui permet de faire face vraiment à la jeunesse, pourvu que ça ne coûte pas des milliards, comme certains s'inquiètent, pour rassembler une jeunesse avec qui discuter, je ne pense pas que ça puisse nécessiter des budgets colossaux. On parle de 3000 jeunes. Hein. Oui, mais l'initiative en elle-même... C'est une conférence nationale de la jeunesse. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment les organisateurs... compte planifier la chose. Mais ce qui est intéressant, je veux bien qu'il y ait vraiment des échanges, des discussions franches. Faut pas conditionner des jeunes qui sortiront réciter peut-être ce que on leur aurait dit de poser. Il faut laisser librement faire une sélection comme il se doit. Parce qu'il s'agit de discuter avec le chef de l'État. Donner librement la chance à ces jeunes-là de dire vraiment, pour une fois qu'ils rencontrent le chef de l'État, de dire vraiment ce qu'ils pensent. Abi Alpha. Oui, moi je pense que c'est vrai, une chose c'est d'initier, l'autre chose c'est de prendre les mesures pour que en initiant, au finish, qu'on ne se retrouve pas au point de départ. Parce que ici c'est quand même un État qui organise. Ce n'est pas des jeunes du quartier qui sont entendus pour, n'est-ce pas, lancer un projet qui a toutes les chances de ne pas forcément réussir parce qu'ils sont limités par les moyens. Ici c'est toute une république et souvent c'est des bailleurs de fonds qui éjectent l'argent. Et cet argent est, n'est-ce pas, destiné à ces projets-là. Donc, ce n'est pas de l'à peu près. Souvent, on invite des experts pour former les gens en la chose. Moi, je donne un exemple précis pour donner les détails par rapport à ce que Ferdinand disait. J'ai suivi un projet. On a financé une quinzaine, c'est-à-dire 15 groupes différents. Actuellement, il n'y a que 2, dont un est allé dans la boucherie. Il n'y a que les 2 là qui marchent. Soit les gens ont taillé, ils ont fui avec l'argent,
soit ils ont commencé, ça n'a pas marché, ils ont mis la clé sous paillasson. C'est-à-dire il y a mille et une raisons pour que les gens disparaissent. Actuellement, il n'y a que 2. Je crois que ce que je suis en train de dire, c'est les initiateurs sont en train de... Attends que je vienne. C'est pourquoi il dit, maintenant, en initiant, quand on a initié, c'est une bonne chose d'initier. On a mis de l'argent. Avant de mettre, j'ai eu l'avantage de suivre ce projet-là parce qu'un des miens fait partie des bénéficiaires. J'ai suivi comment on les a formés. Souvent, c'est dans la zone des baies là-bas. Comment on a invité les experts. C'est-à-dire, c'était vraiment tout un schéma afin que ça n'aboutisse à leur choix. Et on leur a, je crois que la plus forte somme que chacun, le minimum que chaque groupe recevait ne dépassait pas 10 millions. J'ai dit que cet argent-là, actuellement, il n'y a que 2 qui tiennent. C'est-à-dire si on dit à Madame Dogwe, bon, entre-temps, tel projet, dont tel, ce que les jeunes initiés, vous les avez d'abord formés à comment présenter un projet, oui. Finalement, vous avez sélectionné ceux que vous estimez être les meilleurs, à quel niveau on en est. C'est 2 personnes qu'on peut tout de suite, moi je connais, là où un de ceux-là sont en train de faire, là où il fait sa boucherie, je peux vous amener là-bas. Ces deux groupes-là qui résistent actuellement. Pour vous, c'est un échec. C'est un échec. Quand c'est un échec qui est organisé, qu'on choisit un échantillon de 15 et que c'est 2, après seulement... Ça veut dire que les autres pouvaient réussir, comme les 2. À peine. Mais maintenant, il faut voir... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut voir sur quels critères les gens ont été choisis. C'est ça aussi le problème. Sur quels critères les gens ont été... C'est comme entre-temps, on nous a parlé du prêt de l'argent aux femmes. Finalement, ça s'est retrouvé... Ouais, ça s'est retrouvé. Parfois, beaucoup se sont retrouvés devant la police. À un moment donné, c'était devenu un problème. C'était devenu plus un souci qu'une solution. Donc moi je pense qu'une chose c'est d'introduire une initiative. L'autre chose c'est de prendre les mesures pour que ça reste. Sinon on serait tenté à chaque fois qu'un projet va échouer Togo, on va le nommer projet Dogbe. Parce que c'est clair. C'est clair. Parce que actuellement quand tu fais le bilan, le portefeuille, le ronflant portefeuille que cette dame pilote, c'est celui qui engloutit beaucoup de projets, beaucoup de milliards. Et c'est là il y a beaucoup d'échecs. Après lui, c'est le portefeuille de Agadazi, où il y a aussi beaucoup de projets dans l'agriculture, mais c'est aussi des projets hémiplégiques. Quand tu regardes, même quand tu vois même sur le budget, quand tu regardes le budget de l'année passée, il y a des projets pour lesquels l'argent est sorti. Il n'a jamais eu une planche ou bien un coupe-coupe, c'est-à-dire sur les champs des paysans. Il y a plein de trucs comme ça. On s'est dit, il ne faut pas que les gens utilisent le nom du Togo pour faire leur business. Pourquoi oui, Ferdinand? Oui, je crois que quand nous parlons de ces choses-là, il faut qu'on analyse ensemble le budget, la loi des finances, pour voir l'argent qui va dans ces genres de ministères et ce qu'on en fait. Moi, je fais un peu parfois dans l'évaluation des projets. Je sais comment on évalue les projets. L'évaluation à mi-parcours, l'évaluation finale. Et puis, on sait comment est-ce qu'on note les projets. Quand vous prenez autant de projets et à la fin, vous voyez que la fourchette ou la moyenne est toujours... on est toujours en dessous de la moyenne sur autant de projets, mais c'est parce qu'il y a un échec. Alors, tous ces sous-là, ça va où? Lorsqu'on met... Approchez-vous des experts du ministère de l'économie et des finances au Togo. Et les gens vous diront, hors micro, combien de milliards on met dans ces projets, dans ces ministères, pour à la fin avoir des résultats calamiteux. Et les mêmes personnes foisonnent toujours de projets. C'est-à-dire que dès qu'un projet échoue, ou on arrive à la fin, on monte encore un autre projet pour les mêmes résultats. Cette histoire de forum on ne dépasse jamais les 50%. Oui, c'est-à-dire que cette histoire de forum présidentiel... En même temps, oui, Ferdinand, vous allez parler du forum. En même temps, quand on n'atteint pas les 50%, est-ce que c'est pour autant qu'il faut abandonner? Non, je ne dis pas qu'il faut abandonner, mais je dis il faut revoir les choses. On ne peut pas être là tout le temps à inventer des forums et certains s'enrichissent. C'est une machine à pomper de l'argent public. Cette histoire que vous voyez de forum présidentiel des jeunes, vous verrez, certains prendront un marché, nous on va faire les t-shirts. D'autres vont dire on va faire les petits drapelets. Les t-shirts que les jeunes vont porter. Mais vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, les gens portent des t-shirts, certains tiennent des drapelets, certains vont... les bus qui vont convoyer les jeunes, ceux qui vont manger. Et ce sont les mêmes réseaux qui s'enrichissent. Mais il faut qu'on habille les jeunes quand même. Oui, mais attendez, ça je ne dis pas non de ne pas les habiller. Mais derrière, l'intérêt qu'il y a derrière pour certaines personnes, à pondre ces projets tout le temps. Parce que les gens des boîtes de communication, des gens des boîtes des sociétés qui habillent les gens, qui fabriquent des drapeaux,
c'est une machine à pomper de l'argent. Si il y a toujours un intérêt. Si aujourd'hui... Même quand quelqu'un décède, il y en a qui tirent des intérêts. Sauf que si l'intérêt de ceux qui organisent prime sur le résultat au niveau des objectifs poursuivis, il y a fondamentalement un problème. À Lomé ici, à l'intérieur du pays, les gens se sont énormément enrichis dans ces histoires de tous les projets de développement à la base. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut essayer d'arrêter de faire un audit pour voir autant d'argent qu'on met dans ces histoires-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que l'État a besoin de l'argent pour injecter dans d'autres domaines pour avoir des résultats. Je vous fais une confidence. Vous savez que depuis quelques jours, il y a les assises au niveau de la justice. Il y a les assises au niveau de la cour d'appel. Oui. Les assises qui se tiennent à Lomé, qui se tiendront peut-être à Kara dans les semaines qui viennent. Vous savez qui finance les assises au Togo? Non. C'est l'Union européenne qui a débloqué de l'argent pour financer les assises qui sont en cours. C'est-à-dire que... Non, comment c'est l'État togolais. C'est-à-dire c'est les Blancs qui ont mis l'argent pour que nous, on juge nos criminels. Parce que l'Union européenne l'Union européenne a estimé qu'il y a plusieurs cas de viol et des femmes, de maltraitance des femmes. Ces sujets-là les préoccupent. Et ces gens sont en prison, personne ne les juge. Et l'État togolais n'a pas les moyens, l'Union européenne a financé les assises. Ça veut dire que les assises qui se tiennent, c'est-à-dire que les assesseurs, les avocats commis d'office, les juges, les perdièmes des juges, tout ça, c'est l'Union européenne qui finance. Alors que nous avons de l'argent à investir dans des... je sais pas, dans des trucs qui n'ont aucun résultat. Est-ce que c'est normal que dans un pays indépendant, après nous allons dire aux Blancs, nous sommes souverains. Même pour juger nos criminels, c'est les Blancs qui donnent de l'argent. C'est pas sérieux. Merci Ferdinand. Oui, Tchenyao. Non. Ça vous a pas coupé le souffle? Non, ça ne m'a pas coupé le souffle. J'ai vu que votre ardeur s'est... Je voudrais dire que bon, le problème de la jeunesse, on ne peut pas mettre ça en berne. Même si aujourd'hui, on nous dit que... Il faut qu'on trouve une solution à la jeunesse. Oui, si on dit que le forum qui va éminemment avoir lieu doit faire de l'argent à certaines personnes, j'ai entendu Fabrice qui disait que parfois même quand il y a un décès, ça fait de l'argent à certains. Il y en a qui font les apatams. C'est une entreprise. Donc c'est une entreprise. Et également ceux qui interviennent lorsqu'il y a des assises, des forums, ce sont les mêmes personnes qui reviennent là-bas. Donc moi la seule chose que je voudrais dire que l'argent que Ferdinand a évoqué, qu'on a pompé, tantôt il a dit qu'on a construit des marchés où personne n'occupe les marchés. Je crois que la construction par exemple des marchés, c'est sur une base. Le développement à la base ne se lève pas pour construire des marchés. Oui, c'est vrai. Attendez, sans que je refuse pas. Écoutez, je voudrais en venir à quelque chose. Il ne faut pas m'étouffer. Moi je crois que le développement à la base fait des études. Ils vont sur le terrain. Il y a des gens, les villageois eux-mêmes, qui émettent le vœu, par exemple, que nous avons besoin d'un marché. Ce sont eux-mêmes qui montrent parfois l'emplacement où ils vont... Attends que je finisse. Qu'on montre qu'on construise le marché. Non. Et donc, finalement, quand on le fait, eux-mêmes, ils se comportent, ils ne veulent pas y aller. Non. Ça, c'est un autre point. Le second point... Les villageois qui montrent l'endroit où il faut construire le marché, on construit le marché. Mais je connais une histoire... Attends, je vais te donner quelque chose. Attends. Mais avant que tu attends que j'en arrive à quelque chose. Vous voyez le marché de Djanawe? Oui. Nous avons été témoins de comment les femmes d'Adaoulato sont allées, elles sont allées marcher, elles ont fait une marche de soutien, on dit que c'est les femmes du marché à Yadema, et c'est là dans la marche que les gens ont lu motion pour dire qu'ils veulent un second marché. Non, on savait comment les gens marchaient à l'époque aussi. Non, mais écoute, vous saviez comment? Qu'est-ce que vous savez? Les gens sont allés, attends que je finisse Eric. Et ceux qui écrivent ces motions-là, Eric, finalement, tu poses ou tu débats? Non, tu fais débat ou tu me poses des questions. Mais je te dis que j'ai regardé les gens qui sont allés et qui ont demandé que Lomé a besoin d'un second marché. On est allé construire le marché de Djiraos, les mêmes personnes qui ont demandé ont refusé d'aller. Maintenant, quand on parle de la jeunesse, j'ai aimé l'exemple qu'Abi Alpha a donné. Non, tu ne me coupes pas, laisse après, tu viens. J'ai aimé l'exemple qu'Abi Alpha a donné, qu'il a été témoin de 12 jeunes qu'on a sélectionnés, à qui on a remis des enveloppes de 15 groupes, auxquels on a remis 10 millions, des enveloppes, le minimum de 10 millions ou plus. Ça veut dire que ces jeunes-là, nous savons comment... Les gens viennent et disent, ah, si nous trouvons même 5 millions, on va financer. Ou bien les gens s'organisent pour arnaquer l'État finalement. Non, pas ça. Il y a des gens qui disent, nous là où nous sommes bien organisés. Si nous trouvons seulement 5 millions, on peut se lancer, on va réussir. On les donne. Heureusement, Abi Alpha dit qu'il reste 2 rescapés de ce groupe de 15, de ces groupes
Il reste 2 qui ont réussi. Ça veut dire que les autres auraient pu également réussir. Donc, conclusion, il ne faut pas que les gens concluent ici qu'on est en train de pomper des milliards dans l'air. Ces gens-là comprennent à qui on remet ces argents-là pour qu'ils aillent réaliser des initiatives. Ces gens ont émis des volontés. Quand on leur donne l'argent, vous entendez, des gens sont contents. Par exemple, le développement à la base a donné des machines à certaines filles, à des machines à certains jeunes. Je ne dis pas que tous les jeunes ont ce qu'ils veulent. Mais il y en a aujourd'hui qui, quand ils ont reçu les machines-là, ont des ateliers. Si c'est des jeunes filles, ça les empêche d'aller faire la prostitution. Elles ont travaillé là-dessus, elles ont réussi. Donc, il faut qu'il y ait une culture. Je suis d'accord que tous les projets n'ont pas réussi, mais je voudrais que les gens trouvent le temps de retourner voir tous ceux à qui on a remis les moyens, de faire l'état des lieux et de sensibiliser davantage les jeunes à beaucoup plus de conscience. Parce que s'il y en a 15 et les autres ont fui, et que 2 ont réussi, ça veut dire que les 2 là ont la conscience et les autres ils ont dilapidé les Merci beaucoup, Chenyao. Sur la question des marchés, tu ne peux pas me convaincre qu'il y a eu des études ou bien les marchés ont été construits en accord avec les populations. Donc les gens sont dans leur village, on vient construire les marchés. Attends, je te donne des exemples. Je te donne des exemples. Quand tu prends la nationale numéro 1, après Agbelouvé, tu vois un village qui s'appelle Gameseva. Le marché est juste en face de la route. Le marché est juste en face de la route. Ils ont conçu ce marché, projet Anadeb, 2015. Depuis 2015, nous sommes allés dans ce village-là. On n'a consulté personne. Depuis 2015, il n'y a pas un seul commerçant qui a mis pied dans ce marché. Et ces hangars sont toujours là actuellement. Quand tu vas, parce qu'on dit chez nous en Afrique qu'on ne construit pas un marché. Le marché se construit de lui-même. Vous voyez. Et donc, quand vous venez dans un village, vous ne faites pas des études, vous n'associez pas les gens, vous décidez de construire les marchés, vous allez à Vaughan. Non, pas Vaughan, à Tabligo. Au moins, ils interrogent le chef. Ouais, mais le chef n'est pas forcément celui qui fait le commerce. Vous allez on ne va pas organiser un référendum pour construire un marché. Le marché de Tabligo ne s'anime que... Mais attendez, mais vous pouvez aller sur le terrain même vérifier. Vous allez à Talimé. Non, mais on n'a pas... sont là. Oui, les marchés... Sur la question des marchés, moi je crois que c'est l'État qui manque de fermeté. Effectivement, il y a un phénomène culturel ancré dans l'attitude des Togolais où les gens n'aiment pas quitter l'ancien marché pour le nouveau. Sur toute l'étendue du territoire, il y a ce réflexe-là. On commence par Lomé. À Daoulato, même bien que le marché a pris feu, on l'a déplacé, les gens ont eu du mal. Ils disent d'abord, les gens ne veulent pas communiquer pour dire, bon, voilà, j'ai changé d'endroit, je suis ici et tout cela. On se dit, bon, je suis ici. Ou il y a aussi tous les trucs mystiques aussi derrière où les gens ne veulent pas bouger. Le marché de Jiranawe, c'est un exemple. Une très belle architecture, mais les gens ne sont pas allés. Ils ont préféré rester au bord de la mer là-bas. Et là, je dis que là où l'État a pêché, c'est qu'à un moment donné, vous dites, il n'y a plus de marché ici, quoi. Là, vous déguerpissez. Et les gens finiront par aller. Mais si vous demandez à l'État d'aller organiser, je sais pas, on va dans un village, on sait qui consulter. On sait qui consulter. Et généralement, même quand on consulte, parfois même certains disent, chacun vous dira qu'on n'a qu'à construire ça dans son quartier. Le débat là n'est pas clos, nous allons marquer une pause obligatoire. On se retrouve après, monsieur. 93.1 Taxi FM. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Tour en studio pour la seconde partie de Taxi Presse avec Abi Alpha Izotou, Fabrice Pekezi, Ferdinand Haïté, Chenyao Arimiaous. C'est vous qui aviez la parole avant la pause, Fabrice. Oui, bien évidemment, j'intervenais par rapport au marché pour dire, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marchés qui ont été construits, mais il y avait quand même un besoin qui était là. Mais malheureusement, ces marchés-là ne sont pas occupés, comme Ferdinand le dit. Mais il y a plusieurs raisons là-dedans. Comme je le disais au début, il y a une attitude qu'on constate chez les Togolais. Généralement, quitter d'un ancien marché à un niveau, c'est vraiment un casse-tête chinois pour l'État. Et vous allez voir aujourd'hui pratiquement sur toute l'étendue du territoire, partout où on a construit un nouveau marché, c'est généralement les nouveaux commerçants, c'est-à-dire ceux qui viennent d'entrer dans le métier et qui se retrouvent au niveau du nouveau marché. Les anciens restent toujours accrochés. Vous allez au marché de Karak. Il y a un cas d'arrêt ici. À Balepédo ici. Marché de la paix là. Il y a presque personne dans ce marché. Vous prenez le marché de Karak qui a brûlé il y a quelques années.
Vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens continuent toujours par s'accrocher autour dans les abords, alors qu'un marché a été construit de l'autre côté où il fallait y aller. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut associer les populations, mais là aussi, surtout dans les villages, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez demander où est-ce qu'il faut construire un marché dans un village X, chacun vous dira qu'on le fasse. Vous avez vu même des querelles pour une école qu'on veut construire pour le même village. Chacun veut que ce soit dans son quartier. Ce sont eux qui disent qu'ils n'ont pas de consentement. Et quand c'est comme ça, parfois, on ne peut pas trouver un consensus sur le lieu. Et si par malheur, il y a un ministre dans le village, on risque de construire le marché dans le village du ministre et les gens peuvent bouder également. Donc, ça là, moi je dis, les marchés sont là. À un moment donné, je crois qu'il faut que l'État fasse preuve de fermeté. C'est-à-dire, lorsque vous demandez à ce que les gens quittent un site, il faut être ferme. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de fermeté, les gens vont toujours continuer par jouer au malin, à rester là-bas. Mais si on ne les dégage pas de force, ils ne quitteront jamais. D'accord. Je crois que par rapport au site des marchés, je ne suis pas d'accord avec Fabrice quand il dit que l'État doit faire signe de le marché pour le bien public, le client et le vendeur, ce n'est pas une maison que Abi Alpha veut construire pour sa famille. Je finis avec mes 2 enfants, on rejoint. Si la femme ne veut pas, c'est son problème. C'est là que moi j'ai voulu. Ici, c'est le marché. Tu sais, en droit commercial, il y a ce qu'on appelle l'achalandage. C'est-à-dire, tu as ta boutique ici et tu as l'avantage de tous les clients qui sont à côté, qui sont obligés de faire d'acheter chez toi. Bon, quand il y a un lieu qui doit converger l'opinion. Ceux qui vendent, ils ont une opinion. Ceux qui viennent acheter, ils ont une opinion. Par exemple, quand on prend le lieu stratégique du marché de Daoloto, qui a l'avantage d'être à cheval entre 2 frontières, le Ghana et la frontière d'Anéo. Et les 2 pays-là faisaient beaucoup de chiffres d'affaires aux bonnes femmes là-bas. Souffrez que elles vont avoir du mal à se déplacer. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans les débats du genre de la coutume où les gens ne veulent pas, pour des raisons spirituelles, les gens ne veulent pas facilement se déplacer. Mais je crois que pour un site d'un marché, c'est une communication, une longue communication qui doit se faire. De façon à ce que les gens, plus ou moins, rentrent dans la fibre avant que on puisse faire chose. Mais quand on dit que c'est ça nous voulons, c'est l'État, on déplace, vous voulez ou pas, c'est ici. Mais ça, prends le marché d'Asia. On se demande. Les gens ont vidé le marché pour occuper la rue. Tout ça là, tu dis, c'est ça tu appelles achalandage. S'il vous plaît. Il faut être ferme, c'est tout. Ce n'est pas une question de fermeté. Allez occuper l'intérieur. Donc j'ai terminé en disant que, à partir du moment où, ici, on a voulu évaluer le projet par rapport aux résultats. C'est ça le problème. On n'a pas étudié. On a dit on va faire voir. Maintenant vous avez fait voir. Vous avez maintenant beaucoup de marchés qui ne sont pas occupés. Vous avez les résultats. Malheureusement ça continue. Malheureusement ça continue. Je donne l'exemple du marché de Agouenivé et de Agouassi que Fabrice a cité tout à l'heure. Pourquoi je vais donner cet exemple? On était tout petit. Quand, ça fait la 2e fois que tu donnes l'exemple. Non, on était tout petit quand il y avait un problème de chefferie à Goué entre les Sédro et les Atougledi. C'est très bien sûr. Et à l'époque, on avait voulu déplacer le marché d'Achanvé vers Assiyé. Ça a été tout un problème. Et ça a été tout un problème. Et personne ne voulait aller là-bas parce qu'en réalité, il n'y avait personne qui habitait dans la zone. Mais aujourd'hui, si le marché d'Assiyé a pris, c'est parce qu'il y a une population qui est arrivée dans la zone. Moi, j'étais tout petit, j'ai vu ça. Puisque à l'entrée du marché d'Assiyé, il y a une statue anthropomorphe qui est là-bas. On sait comment ça a été monté, tout petit, tout ça là. Donc pour dire que je reviens à ma position première, c'est le marché qui se crée lui-même. On ne crée pas un marché. Bien. Et là, si ça reste ainsi, le Togo risque d'être un vaste marché. Moi, je crois parce que on s'entend, quand on vend partout dans un pays, ce n'est pas normal. Ce qui m'intéresse, parce que je crois que la régulation régalienne de ce pays, en tout sens et en tout lieu, revient au gouvernement. Et quand les gens disent, je reviens là-dessus, parce que quand Ferdinand disait qu'il y a eu des marchés qu'on a construits sans le consentement de certains villages. C'est la raison fondamentale qui fait que personne ne vient à ces marchés. Je retourne pour dire qu'il y a eu des villages même qui ont fait des conflits parce qu'on voudrait, ils réclament, nous voulons un CG. Ils réclament, nous voulons un lycée. Maintenant, quand on vient pour mettre le lycée, c'est un conflit de quartier, un conflit de clan. Il y a un cas qu'on a évoqué ces derniers jours à l'intérieur du pays. Voilà, un conflit de clan
où ce clan voudrait, voilà, ce clan voudrait qu'on vienne implanter l'école dans leur quartier et les autres. Bon, donc tous ces conflits, on les connaît. Et quand vous avez un marché déjà construit, par exemple Gamé, dont vous avez fait cas, je refais aussi cas de Gamé. Et Gamé, je connais très bien Gamé parce que c'est mes gendres. Les gens de Gamé, j'y vais souvent. Et donc, quand tu vas fouiller et tu vas finir par comprendre que peut-être que là où on a implanté le marché, il y a un autre quartier qui avait souhaité avoir ce marché en son compte. Et comme ça n'a pas été le cas, ils boycottent. Des gens ont boycotté même des écoles, alors qu'eux-mêmes, ils demandent qu'on leur construise des écoles. Ça veut dire que le projet là est à l'eau. On est d'accord, ça oui, veut dire que le projet est à l'eau. Mais ce n'est pas la faute à l'État. Il faut que les gens le comprennent en premier. Non, il y a eu des écoles qu'on est venu implanter entre deux villages. Écoutez, j'en viens. Regardez, mais c'est pourquoi c'est en cela que je rejoins Fabrice en disant que l'État doit savoir jouer son rôle, il doit sévir. Aujourd'hui, quand on me dit que le marché d'Adaoulato est en un point stratégique entre le Ghana et le Bénin, et que finalement, ça fait que quand on le sort de là, ça va desservir les gens, c'est comme l'aéroport de Tokoin. Si aujourd'hui, non, laisse-moi aller. Si aujourd'hui, on plante l'aéroport, on l'implante quelque part, les gens ne feront autrement. Même le marché, si on sévit, on ferme, les gens vont aller. C'est parce que justement, on laisse aller que les choses se passent comme ça. On ne peut pas mettre des milliards dans la constitution d'un marché, les gens refusent d'y aller, on les regarde. Au débat de ce jour. Ouais, je vais ajouter. Merci beaucoup, Alpha. On va passer à un autre sujet, je suis désolé. Je voulais qu'on parle maintenant de la politique un petit peu. La politique avec les discussions qui reprennent ce matin. Le facilitateur, selon nos informations, est déjà arrivé et va commencer à discuter avec les différents acteurs au niveau du gouvernement. On est bien installé au niveau de la coalition, on est bien installé. On a eu quand même quelques photos, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça pour de bon, Fabrice, à votre avis? Le dialogue? Oui. Oui, bon, moi je crois que c'est vrai qu'entre-temps... Il y a une crainte là. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, les Togolais retenaient leur souffle. On se demandait si ce dialogue-là allait reprendre. Est-ce que c'est pas une stratégie pour qu'à un moment donné on oublie et puis c'est tout. Mais bon, je crois qu'il y a quand même des signes d'espoir d'une reprise du dialogue. C'est vrai qu'on n'a pas encore la date exacte, mais au moins il y a une certitude que ça va reprendre. Mais non, la question qu'il faut se poser de savoir dans quelles conditions ça va reprendre. Et j'espère que le temps mort qu'il y a eu depuis la dernière séance jusqu'à aujourd'hui, oui, j'espère que ce temps mort a été mis à profit. C'est-à-dire... Ça fait 4 semaines. Hein. Oui, j'espère qu'il y a eu des coulisses où on a réussi peut-être à amener les gens à revoir un peu leur position sur tel ou tel sujet et que lorsqu'il y aura reprise, qu'une question ne puisse pas... trouver des solutions jusqu'à ce que peut-être qu'on aille à un fiasco. Et donc, je crois que si le facilitateur relance, je me dis, je suis en train de faire une fiction, je me dis que peut-être que les lignes ont bougé un peu et que lorsqu'ils seront de retour, quelque chose de potable sortira. Sinon, moi, à mon avis, je crois que si on sonde les positions et on se rend compte que rien n'a changé, depuis la date où on se séparait jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Je crois qu'ils vont toujours mieux jouer à la diplomatie et retarder la reprise du dialogue plutôt que de reprendre un dialogue où les gens reviendront avec pratiquement les mêmes positions. Là, on risque de sonner le glas de ce dialogue et constater l'échec. Alors, l'échec, ça va être quand même difficile. Et beaucoup sont en train de réfléchir à l'après l'échec. Qu'est-ce qui pourra se passer, Ferdinand? Non, je crois que si le président ghanéen prend son temps de revenir au Togo, c'est qu'il prend sa mission au sérieux. D'abord, moi, je pense que ces gens-là, ils font un travail, il faut quand même les féliciter, ils font un travail méticuleux, méthodique. On n'a jamais vu dans un pays un facilitateur ou un médiateur laisser son pays pendant 3 jours pour venir rester chez vous, pour vous aider à régler vos problèmes. C'est là où c'est la particularité qu'il faut souligner dans la démarche que le président ghanéen est en train de faire. Là, il était à Kigali. Et de Kigali, il débarque à Lomé avec toute sa délégation pour rester encore pendant quelques jours. J'ai appris qu'ils resteront aujourd'hui, peut-être demain, tout le week-end, pour voir s'ils peuvent faire bouger les lignes. Souhaitons que les protagonistes arrivent à accorder les violons pour que les lignes puissent bouger, comme Fabrice l'a dit. Parce que pour les Ghanéens, si ils n'arrivent pas à faire bouger les lignes, ils vont constater l'échec et jeter l'éponge. Parce que, c'est dans les tuyaux.
Mais oui, parce qu'ils ne vont pas passer tout le temps sur les affaires du Togo alors qu'ils ont un pays à gérer. D'abord, il y a eu déjà une suspension d'un mois. Oui. Ils reviennent maintenant et ils essaient de parler à tous les protagonistes, les deux bords. Mais si, à un moment donné, ils sont dans l'impossibilité de faire bouger les lignes, c'est des gens quand même suffisamment responsables. Ils vont retourner vers leur mandat, c'est-à-dire la CEDEAO, en disant bon, mais la mission pour laquelle vous nous avez choisi, on n'a pas pu aller au bout de la mission, on revient vous remettre le mandat. Donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui va commencer aujourd'hui, parce qu'il doit être déjà là, les délégations sont à 2 février, et c'est la dernière chance, je pense, pour que les choses évoluent. Si ça n'évolue pas, ils vont faire le constat de l'échec. Alors, et puis bon, ils vont la dernière chance de discussion, finalement, c'est aujourd'hui, demain, ils vont discuter. Alors, l'échec, si on constate l'échec, que se passera-t-il à votre avis, Tchaniao? Moi, je crois même pas qu'il ne faut pas parler d'échec. Il faut parler positivement. Il faut toujours être optimiste et souhaiter que les gens attendent. Vous savez que les positions jusqu'à hier soir étaient inconciliables. Oui, pourquoi pas. D'hier à ce matin, beaucoup de choses peuvent se passer. Moi, je ne veux même pas que nous rentrons dans le schéma d'un échec. Je me dis que les Togolais doivent pouvoir faire l'effort de s'entendre et puis faire honneur et donner ce signe de cette considération à ce président qui finalement est en train de laisser carrément ses propres charges pour venir nous aider à sortir des difficultés que nous avons. Moi, je crois que on réussira. Donc, la concession sera que de faire plaisir au président ghanéen. Pas plaisir. Je voudrais dire que il faut que les uns et les autres fassent un effort. Ça, je le dis tout le temps, ils n'ont qu'à se transcender parce qu'au fait, les divergences sont déjà connues par les deux protagonistes. Nous savons que le groupe des 14 et le gouvernement, ils savent les points qui sont les points d'achoppement où les uns et les autres ne veulent s'entendre. Donc, qu'ils fassent l'effort de discuter sur ces points-là et de prendre ce qui est faisable. Et qu'ils s'entendent autour de ça pour que le Togo soit enfin libéré. Et c'est vrai, s'ils échouent, il y a beaucoup à craindre. Qu'est-ce qui va se passer? Et je ne peux me substituer quand même à Dieu pour savoir ce qui va se passer. Mais je me dis que les choses vont se corser. Ça va être beaucoup plus difficile. Ou bien, si l'échec est constaté, on retourne à la vieille marmite, le référendum, tel que laissé par le gouvernement au tout début. Abi Alpha. Je crois que ce n'est pas aujourd'hui que le dialogue commence. Il avait commencé. Et si ça a arrêté, c'est parce que les gens, il y a eu un point d'achoppement sur certaines exigences qui n'ont pas été conciliées. Ça fait que tout le monde a vidé, n'est-ce pas, la table. Le médiateur s'en est allé. Entre-temps, vous vous rappelez, lors de la célébration de l'indépendance du pays voisin du Ghana, l'opposition à la coalition a été invitée. Ça veut dire que ils ont pu faire d'une pierre deux coups. Ils sont allés pour la fête, mais aussi pour le problème togolais. Donc, ils ont dû, avec le médiateur, prendre langue par rapport aux problèmes qu'on connaît déjà. Les problèmes qu'on connaît, c'est qu'il y a eu des points sur lesquels ils ne sont pas entendus et les gens se sont séparés. Maintenant, après ça, il y a eu un temps fou qui a dû aussi permettre aux Ghanéens, aux médiateurs d'échanger avec le camp d'en face. Je veux parler du régime. Bon, donc moi je pense que l'avantage, cette reprise a l'avantage d'arriver après un point mort qui normalement devait permettre on pourra dire de reculer pour mieux sauter. Bon, maintenant, si malgré ça, ça ne donne pas grand-chose, bon, on fera le constat, on ne le souhaite pas, mais je crois bien que ce matin, ils vont évaluer, n'est-ce pas, les points, notamment les mesures d'apaisement, et puis et rentrer dans le vif du sujet. Bon, pour le moment, on ne peut pas, n'est-ce pas, parler, puisque on n'est pas encore en possession de ce dont il est question actuellement à l'hôtel de Juste en 5 minutes, je vais demander votre avis sur ce qu'on a vécu ces derniers jours au niveau de la coalition, ce cafouillage
le week-end dernier, où cette division a été mise à la place publique par Éric Dupuis par rapport donc à une marche sur laquelle au niveau de la coalition on n'est pas totalement d'accord. Le PNP a voulu jouer au solo, après bon là on a annulé. Est-ce que c'est la caractéristique même, Fabrice, de la difficile lutte pour l'alternance au Togo au niveau de l'opposition? La division, les mésententes? Non, je pense pas. Je crois que lorsque chacun a décidé de créer son parti politique, c'est parce qu'il estimait que il est capable à lui seul. Ceux qui étaient là ne faisaient pas l'affaire. Donc bon, maintenant il y a des moments où par rapport aux circonstances, les gens se mettent ensemble. Mais ce qui s'est passé tout dernièrement au niveau de la coalition, moi je crois que, bon, on dit que ce sont les journalistes qui créent un problème qui n'existe pas. Bon, tant mieux s'il n'y a pas de problème, mais nous sommes là également pour relater certains faits, parce que quand vous prenez un peu la sortie d'Éric Dupuis et par rapport à l'attitude du PNP et tout cela, moi je dis non, en réalité, et vous allez voir qu'il y a une certaine guéguerre sur les réseaux sociaux, on sent que les gens, on sent que les gens ont mis à contribution leurs activistes sur les réseaux sociaux pour charger un parti pour dire ouais bon, voilà là, il faut respecter le groupe, la discipline du groupe, tout ça là. Cette discipline date de quand? Il y a 7 mois. Quand vous prenez la façon dont la coalition a été fonctionne depuis le jour où elle a été mise en place, c'est pratiquement le PNP qui était un peu le fer de lance, et le PNP a réussi à imposer beaucoup de choses aux autres qui ont suivi. Alors si entre-temps aujourd'hui les gens sentent la nécessité de s'émanciper un peu de ce qui se faisait, sinon à chaque fois qu'on annonce une marche, après il y a des audios pour Tchadam fait des audios pour appeler les siens à faire ceci ou cela, et là également on peut pas, c'est pas nouveau. Pourquoi on nous parle aujourd'hui de discipline? Maintenant sur la marche elle-même, la réaction du gouvernement met au pied du mur ceux qui disent que la marche n'était pas programmée. Et puisque si la marche n'était pas programmée, le gouvernement a pris où les documents et l'interdit. Et donc on ne peut pas dire, la marche, vous avez envoyé un document pour dire que vous voulez marcher. L'autre a fait comme d'habitude, il fait audio pour amener les gens à venir. Mais entre-temps, si quelque chose s'est passé et vous voulez renoncer, je crois qu'il faut être clair pour dire, bon, nous voulons renoncer, mais ne dites pas que l'autre est allé trop vite en besogne. Et quand ça se passe comme ça et on nous dit non, que bon, c'est les journalistes qui grossissent l'affaire et tout cela, bon, nous on souhaite tout simplement que... Notre travail, Ferdinand, alors vous avez écrit mardi dernier qu'il faut ensemble, vaincre ou périr ensemble, quoi, au niveau de la coalition. Oui, il faut que tous ces messieurs et dames comprennent que bon, ils sont porteurs de l'aspiration d'une partie du peuple, cette partie qui veut le changement, et donc ils sont suffisamment grands pour rester fixés sur les objectifs plutôt que de se bagarrer autour des broutilles ou de je ne sais quoi. Et donc c'est ce qu'on a écrit la dernière fois. D'abord, il faut quand même préciser que c'est pas facile d'être à 14. D'abord, c'est même pas facile d'être à 2. Et quand on est à 14, ça veut dire que c'est 14 partis politiques, c'est 14 visions différentes, c'est 14 manières de voir les choses. Mais il faut s'entendre sur l'essentiel pour avancer. Et cette coalition, moi, je fais partie de ceux qui en ont vu le début. On sait comment est-ce qu'elle a été créée et tout. Quand les gens sont sur les réseaux sociaux, ils s'attaquent à certaines personnes. Je pense même que leurs propres leaders ne leur disent pas la vérité, comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, on peut pas, ce n'est pas l'heure de faire la genèse de ce qui s'est passé, et cette coalition a été montée. Cette coalition a été montée le jour où il a été convenu que M. Tchadam et M. Fabre se mettent ensemble. Les autres partis, parce que c'est les deux fers de lance de la mobilisation, les autres partis ont pris le train, certains même sans savoir d'où c'est venu. Et s'il y a des gens ici autour de cette table qui savent dans les détails ce qui s'est véritablement passé, je peux dire que j'en suis un, peut-être aussi Abi aussi. Et donc, on sait comment les choses se sont passées. Et donc, on n'a pas de... Il n'y a pas de raison à ce qu'aujourd'hui, les choses aillent à l'emporte-pièce
sans que les objectifs pour lesquels les gens ont mis cette coalition ne soient atteints. Donc il faut faire extrêmement attention et il faut éviter d'aller porter les problèmes sur la place publique et puis après accuser les hommes des médias de faire... non, on ne fait que commenter. Une fois que le problème est sur la place publique, les journalistes vont commenter. Et donc moi je pense que, et c'est ce que nous avons rappelé dans notre dernier article, personne ne peut individuellement faire ce travail. S'il y a un parti politique, une organisation, un leader qui pense que lui seul peut réussir ce travail-là, il se trompe. Parce que quand vous les prenez tous aujourd'hui, on a eu déjà le cas par le passé. J-Christ était tellement populaire dans ce pays qu'il n'a pas pu faire le travail seul. Donc il faut que des gens fassent preuve d'humilité. Il faut que les gens acceptent parfois d'avaler les couleuvres. Il faut que les gens acceptent de laisser de côté leurs ambitions personnelles pour atteindre l'objectif pour lequel ils sont ensemble. Parce que la compétition ne sera ouverte demain que lorsque, par exemple, ils auront réussi à dégager le régime comme ils se sont fixés comme objectif. Parce que si déjà les gens se bagarrent alors que la cible n'est pas encore atteinte, il y aura un problème. Si demain le régime n'est plus là et qu'il y a une campagne qui est ouverte pour que chaque parti politique fasse preuve de sa vision, si quelqu'un va à Dapaon pour dire moi je vais déplacer la mer pour arriver ici, si les gens de Dapaon croient, ils votent pour lui, il sera président de la République. Donc pour le moment la compétition n'est pas encore ouverte. Non, moi je crois que les gens ont tenté de déplacer les débats alors que les débats existaient. Effectivement, lorsque vous observez ce qui s'est passé le week-end dernier, vous comprenez aisément qu'au sein de la coalition, tout ne va pas bien. Comme dans toute autre formation politique. Mais seulement, comme Ferdinand l'a dit, les gens ont porté haut les choses et ils sont passés par des réseaux sociaux. Vous allez suivre que lorsque les gens s'étaient engagés à marcher, il y a par exemple un communiqué, Fabrice l'a dit, et à Tchadam, le président du PNP est sorti et il a parlé en français. Et quand on utilise la langue officielle, c'est un message fort qu'on donne. Il a parlé en français et il a expliqué que lorsque la coalition s'engage, par exemple, à manifester, il revient à eux, chefs de file, les leaders, de reprendre, de porter le message pour que les militants sachent que c'est sérieux et que tout est déjà cuit. Maintenant, le même à Tchadam. Et lorsque samedi, tout portait à croire que la marche, les autres avaient accepté, s'aligner sur la décision du vendredi du gouvernement, le même Tchadam fait maintenant audio. Et ça, j'ai trouvé ça un peu paradoxal en Kotokoli. Il est passé par la langue thème pour dire maintenant que, il expliquait en fait que ce n'était pas le PNP qui refusait qu'on aille contre la décision du gouvernement, mais c'était les 13. Vous voyez que quand les gens sont dans un groupe, vous êtes 14, 1 contre 13, ça montre qu'il y a quelque part un parti qui veut quand même défier l'autorité et qui veut l'insuffler aux autres. Et tenez-vous bien, en Kotokoli, l'audio est là, ceux qui ont écouté, il a dit, là, je m'adresse à vous mes militants. Réfléchissez et voyez s'il faut qu'on continue par rester dans cette union qui nous rétrograde. Il a peut-être raison de s'adresser à ces militants. Oui, mais les militants PNP ne sont pas Kotokoli, à ce que je sache. À moins qu'on me prouve que ce sont les Kotokoli qui font le PNP. Et là, il y aura quelque chose que les gens vont finir par croire que c'est réel. Parce qu'il a parlé officiellement en français et il revient parler Kotokoli en disant je m'adresse à mes militants. Cela fait penser et poser beaucoup de questions par rapport à ce qu'un jour Ferdinand dit sur ce plateau, que dans une ambassade on lui demandait si c'était un parti communautariste ou qu'est-ce qui se passait avec le PNP. Aucun parti communautariste non, je ne le dis pas. Mais quand on parle, c'est comme aujourd'hui Fernia Singbe qui a la tête de UNIR va s'adresser aux gens, il passe par audio et il parle Kabier. Ça veut dire que dans un parti de Kabier, parce qu'il est Kabier. Et c'est ça que j'ai dit qu'il y a problème. Merci beaucoup, et c'est ça qui faisait que les autres ont réagi. Je donne la parole à Abi Alpha. Oui, Abi Alpha, allez-y. Oui, moi je crois que s'il y a quelqu'un qui va souhaiter un jour, on ne le souhaite pas, si éventuellement, chemin faisant, il y a quelqu'un qui va vouloir souhaiter un jour que cette coalition se disloque, ce n'est pas le PNP, je ne crois pas. Bien avant que après les événements du 19, le PNP fasse son discours, il appelait grand frère. Bien avant ça, il a eu des démarches qui démontraient comment le PNP voulait qu'à un moment donné, on fasse ensemble
pour, n'est-ce pas, faire face à l'adversaire d'en face. Donc, s'il y a quelqu'un qui va souhaiter que ça se mette en lambeau, ça serait comme si tu passes 9 mois de grossesse et tu accouches d'un enfant que tu veux, n'est-ce pas, étouffer par le coussin. Donc moi, je pense que ici, parfois c'est la loi de la nature. Quand on fait chemin, surtout quand tu regardes la création de cette coalition, les fondements ont été clairs. Ils sont mis ensemble pour une unité d'action. Et tout, c'est parce qu'ils sont tous d'accord par rapport à ça qu'ils sont retrouvés. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a dissous sa formation politique. Quand je vais vous relater une petite anecdote. Quand une forêt prend feu et que tous les animaux, chacun couvre sa tête, tu vas voir un crapaud et une sauterelle qui se retrouvent ensemble sur le chemin. Ils font route ensemble. Souvent, c'est les petits sentiers de la forêt qui ne sont pas touchés par la flamme. Tu vas voir les deux sont ensemble parce que l'un est une nourriture pour l'autre. Mais ils font ensemble parce qu'il y a un feu donc, les yeux sont rouges. Les deux, chacun est conscient qu'il est un danger pour l'autre. Si je veux... Bon, mais là, quitte la métaphore. Quitte la métaphore. Dans la coalition, qui est sauterelle, qui est crapaud? S'il vous plaît. On veut bien savoir. C'est pour vous dire que Oui. ils font chemin et chacun prend soin de surveiller son territoire. Chacun, la sauterelle, elle est très dangereuse. Elle peut abattre le crapaud. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est plus forte que l'autre. Mais ça veut dire que c'est une alliance de circonstances. Ils sont obligés de prendre la même route. Tu comprends, non? Ils sont obligés de prendre la même route pour se sauver des flammes. Donc Abi, moi je pense j'aurais dit que s'il y a quelqu'un qui un jour doit souhaiter que cette histoire se disloque, si on fait la genèse de comment ça a été créé, ce n'est pas le PNP qui va souhaiter. Je vous suggérerai que votre prochaine parution, vous mettez le titre La sauterelle et le crapaud. Vous allez permettre aux Togolais de voir qui est sauterelle, qui est crapaud. Qui est crapaud, très bien. Monsieur, dans la coalition. On a encore quelques minutes. Je voudrais quand même qu'on s'intéresse à l'actualité internationale, puisque cette semaine, le cas de Nicolas Sarkozy, ça intéresse les Togolais, parce que j'ai écouté pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux, et ça nous interpelle aussi. Comment on fait? Comment fait-on qu'après notre gestion, on est jugé? Est-ce que en réalité, ce qui se passe en France, au-delà de cette affaire de financement libyen, est-ce que le cas Sarkozy ne doit pas finalement nous intéresser, nous aussi, en Afrique? Ferdinand. Non, je pense que c'est pas seulement Sarkozy. Je pense que nous sommes en face de ce que les politiciens ou les politiques français ont toujours fait en Afrique. Ils ont toujours pris les sous des Africains pour financer leur campagne, que ce soit la gauche, la droite, le Front National. Il y a plein d'histoires. Il y a des scandales qui ont été révélés après plusieurs enquêtes. Donc, l'histoire de Sarkozy et Kadhafi, tout le monde sait de quoi il s'agit. Moi, je ne suis pas un grand fan de Kadhafi. C'est vrai qu'il a géré son pays, le pays était stable, mais je ne suis pas un très grand fan de Kadhafi parce que Kadhafi a semé un peu partout le bordel en Afrique. Parfois, quand j'entends des panafricanistes dire que mettre Kadhafi et Sankara sur le même pied d'égalité, ça me fait rire parce que le commando qui a assassiné Sankara était une semaine avant en Libye. Donc, les gens ne lisent pas, ils ne prennent pas des informations, ils sont sur les réseaux sociaux, ils racontent tout et n'importe quoi. Et donc, c'est cette affaire de financement de la campagne de Sarkozy qui le rattrape aujourd'hui. Bon, hier, il était sur TF1 pour raconter tout ce qu'il pense de Kadhafi, dictateur indigne, sanglant, machin. Son fils est un escroc. Il s'est attaqué au clan Kadhafi. Tout le monde, c'est un mafieux, il insulte les morts. Et pourtant, il était ami à eux. Il était ami à eux. Comment est-ce que vous pouvez aligner autant d'expressions malveillantes et infamantes sur des gens qui étaient vos amis? On dit souvent, dites-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et donc tout ce qu'il a raconté hier sur TF1, c'est un bon avocat, il essaie de se tirer d'affaire, mais tout le monde sait qu'il est en train de mentir. Maintenant, le problème, la gravité de ce qui se passe, c'est que s'il est prouvé que pour une affaire personnelle, on a utilisé la diplomatie française, l'État français, on a manipulé l'ONU, on a manipulé d'autres puissances pour aller détruire
un autre pays et assassiner un président, là, c'est extrêmement grave. C'est ce qui se joue actuellement dans l'affaire de Sarkozy. C'est pour ça que cette affaire choque tous les Français et choque le monde entier. Parce que ce n'est pas seulement une affaire de financement. Parce que les gens pensent que, parce que cette histoire devait sortir, qu'il a précipité la guerre pour tuer Kadhafi. Kadhafi, oui. Et vous savez tous ceux qui sont morts dans cette histoire-là. Effacer les traces. Vous savez tous ceux qui sont morts dans cette histoire. Vous savez que les Français, les Américains, ils sont spécialistes en tout. Ils viennent dans vos pays, ils arrachent les archives pour qu'ils ne soient pas compromis. Quand il y a des mains morts au Togo ici, il y a eu une mission secrète de française qui est arrivée ici pour extraire de nos archives beaucoup de documents. Les gens ne le savent pas. Oui. Au Togo ? Oui, si. Renseignez-vous. Et donc, quand on dit que les documents ont disparu un peu partout, on sait de quoi il s'agit. Quand Sarkozy dit lui-même, il dit qu'il n'y a aucune trace. Depuis quand il s'est assuré qu'il n'y a pas de traces. D'abord, depuis quand les fonds occultes suivent des traces? C'est-à-dire les fonds occultes, c'est-à-dire qu'on dit que c'est un financement occulte. Ça ne va pas d'un compte bancaire à un autre compte bancaire. Il n'y a jamais de traces, c'est des mallettes, c'est des valises. Dans le livre de Pierre Péan, La République des mallettes, Pierre Péan décrit très bien comment Blaise Compaoré envoyait l'argent à l'Élysée, de Villepin et aux autres. On mettait l'argent dans le djembé. Dans les tambours, dans le djembé, et qu'on transportait, arrivé à la douane en France, on laisse passer parce qu'il y avait des clauses de confidentiel dessus. Bien. Et ça arrivait à l'Élysée. Et une fois Blaise Compaoré envoyé l'argent, dans les témoignages du livre, quand Villepin a ouvert ils ont ouvert le djembé, ils ont vu l'argent, il dit: ah, mon ami Blaise, pourquoi il déconne si? Parce qu'il a envoyé les petites coupures. Voilà. Fabrice, au-delà de cette affaire, Libye, Sarkozy, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'après notre gestion, quand on occupe des fonctions publiques, on peut vous rattraper. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, au-delà de tout, qui se joue là? Oui, ça, c'est ça, mais ça, ça n'intéresserait, enfin, ça ne serait pas positif pour l'Afrique, parce qu'en Afrique, on tient un autre discours du genre, comme les gens ne veulent pas lâcher le pouvoir, il faut les rassurer qu'ils auront un lendemain meilleur pour qu'ils puissent, à un moment donné, vous avez vu un peu, même si après il y a des rebondissements et autres. Mais je crois que c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la France, même, bon, ce débat-là fait un peu sourire. C'est quand les Français veulent donner l'impression comme si c'est aujourd'hui, ils découvrent que leur président, mais quand vous prenez les Bongo, il y a des matchs tout puissants, c'est-à-dire que ils sont même capables de virer un ministre français du gouvernement pour un chef d'État noir. C'est pas, on ne les respectait pas pas à cause de leur peau, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils tenaient ces hommes politiques-là. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi cet acharnement par rapport à Sarkozy, dans la mesure où les autres le faisaient. Même la dernière présidentielle, vous avez vu tout ce débat avec la visite de Manuel Valls au Togo. Vous avez vu Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle cherche au Tchad? Pour Tchad. Une fois, elle vient en Afrique, également. Elle va au Tchad et tout cela. Donc, il y a de ces trucs-là. Donc, aujourd'hui, je crois que le véritable problème par rapport à la Libye, il y a le fantôme de Kadhafi qui poursuit. Il croyait avoir effacé toutes les traces, mais il se rend compte que il risque également de perdre les plumes dans cette affaire. Il reste que 2 minutes, on va se les partager. Désolé, on va les raconter rapidement. Je crois qu'ils ont pu tuer Kadhafi, sauf qu'ils n'ont pas pu l'enterrer. Ils n'ont pas pu l'enterrer parce que c'est difficile d'effacer totalement les traces dans ces circonstances-là. C'est vrai que ce monsieur, les gens pensaient qu'il aurait pu faire mieux, mais quand à l'époque où, avant la guerre du moins, moi j'ai visité au moins 2 fois la Libye, ce qui avait là-bas comme acquis par rapport au bien-être social, mais dans certains pays africains, ça va être jugé comme un paradis. Donc, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il n'était pas mon frère, mais je faisais partie de ceux qui ont critiqué le fait qu'il s'est laissé facilement abattre. Je me suis dit qu'il pouvait s'exiler et, n'est-ce pas, échapper ne serait-ce que à cette monstruosité. Ouais, parce que certains diront que c'est d'abord un militaire et qu'il a voulu tomber sur les champs de guerre. Bon, chacun son jugement. Mais moi, j'ai pensé qu'à l'époque, il y avait des pays qui attendaient pour l'accueillir, mais il n'a pas voulu. Il est tombé là-bas aussi, comme ça, facilement. Donc, ça là, c'est vrai qu'on dit souvent que le jour de l'accouchement, la femme n'a pas honte de sa nudité. Le jour de l'accouchement est venu, les Libyens ont lâché le morceau et comme un diable dans de l'eau bénite, Sarkozy est en train de gesticuler. On espère que ça va le sauver. Bien. Non, bon, moi, sur Sarkozy, je dirais seulement que c'est un président que la France a connu qui a fait un bref passage.
mais qui a laissé beaucoup de désolation, beaucoup de tristesse. Et je pense que quand vous regardez, il y a des dossiers. Quand vous regardez par exemple l'affaire Strauss-Kahn, quand vous revenez en Côte d'Ivoire avec l'affaire Gbagbo, et vous voyez ce qui se passe, ce qui s'est passé en Libye, et ce que la Libye est devenue aujourd'hui, vivement que la lumière jaillisse dans cette affaire Sarkozy pour que le monde entier découvre vraiment ce qu'était l'homme. Messieurs, merci beaucoup. Tchaniawa Rémiao, Abi Alpha, Fabrice Pekézi et Ferdinand Haïté. Merci de nous avoir suivis, amis auditeurs. Merci également à Jack Prospect qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi ancien Rigator. Bon week-end à vous et à lundi. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité.